bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas vraiment curieux qui tourne autour d'un seul mot, Cocoon. Oui, et ce qui est assez fou, c'est le grand écart technologique qu'il y a derrière ce nom. Exactement. Invitation officielle au soutien de CedroSage Ltd. Notre mission est claire, rendre la technologie accessible à tous, former une nouvelle génération d'entrepreneurs et bâtir un écosystème numérique solide au Gabon et en Afrique. Aujourd'hui, nous avançons à grande vitesse et vous pouvez devenir une pièce maîtresse de cette réussite. Si vous croyez en l'innovation, en l'éducation et en la montée en puissance des talents locaux, alors soutenez l'expansion de CedroSage Ltd en effectuant un don, même symbolique. Chaque contribution renforce les outils, les formations et les opportunités que nous mettons entre les mains du public. Comment soutenir notre projet ? En Bitcoin, via la plateforme de crowdfunding Gazer, le lien est en description. Directement sur X, depuis notre profil @CedroSage, en cliquant sur les 2 petits billets à côté de la photo de profil. Ou par mobile money, Airtel Money ou Move Money. Les coordonnées sont disponibles sur demande. Votre soutien, c'est du concret. Plus de formation, un nouveau bureau physique, plus d'outils technologiques, une croissance accélérée du projet. Ne regardez pas l'avenir se construire, aidez-nous à le créer. Merci pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. L'équipe CedroSage Ltd. L'innovation est notre héritage, l'audace notre moteur. D'un côté, on a un projet qui a marqué les débuts du web dynamique, un framework de la fondation Apache du début des années 2000. Et de l'autre, quelque chose d'ultra moderne, une plateforme d'intelligence artificielle décentralisée bâtie sur la blockchain. 2 mondes, 2 époques, mais un seul et même nom. C'est un cas d'école parfait en fait. Ça montre bien comment les concepts et même les noms évoluent en technologie. C'est vrai que le mot Cocoon lui-même, il évoque la transformation, la protection. L'image de la chrysalide, quoi. Et c'est assez incroyable de voir que cette métaphore, elle s'applique presque parfaitement aux 2 projets, mais à 20 ans d'intervalle. Ah oui Le premier, il voulait transformer des données brutes pour les adapter à n'importe quel écran. Et le second, lui, il vise à protéger les calculs d'IA dans un véritable cocon de confidentialité. C'est une belle image, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est pas juste un hasard ? Pour le savoir, on a rassemblé pas mal de sources. Oui, on a un peu de tout. De la vieille doc technique d'Apache, le livre blanc du nouveau projet Cocon. Des tutoriels pour développeurs qui sentent un peu la naphtaline numérique et même un rapport de sécurité assez récent sur le nom de domaine. Notre mission, du coup, c'est de démêler tout ça. Comprendre ce qui les relie ou ce qui les sépare. Alors, commençons par le commencement, plongeons dans le Cocoon originel, le framework Apache. Pour ceux qui n'ont pas connu le web du début des années 2000, il faut se remettre un peu dans le contexte. Ah oui, c'était une autre époque. Apache Cocoon, c'était une sorte de promesse incroyable. Un framework de publication de contenu entièrement basé sur XML. Et l'idée centrale, qui était vraiment novatrice, c'était la séparation stricte des préoccupations. Le contenu, la logique et la présentation. Il faut vraiment se souvenir de ce que c'était, le web à ce moment-là. La plupart des sites dynamiques, c'était un mélange infâme de code HTML et de logique serveur, souvent du PHP ou du Perl, tout ça dans la même page. Un cauchemar à maintenir, j'imagine. Et rien ne se mélange. C'était une vraie bouffée d'air frais. Une discipline quasi architecturale, quoi. Et la clé de voûte de cette architecture, si j'ai bien compris la documentation, c'était un concept qu'ils appelaient des pipelines. Oui, voilà, les pipelines. Attends, mais cette idée, ça me fait furieusement penser aux chaînes de build qu'on a aujourd'hui avec des outils comme Webpack ou Vite. C'est exactement le même esprit. Où un fichier source passe par plein d'étapes de transformation. C'est ça. Mais appliqué à chaque requête web en temps réel. Tu peux imaginer ça comme une petite chaîne de montage. Chaque requête d'un utilisateur, hop, elle entre dans un pipeline. D'accord. C'est une séquence en 3 grandes étapes. D'abord, un generator qui crée un flux de données. Le plus souvent, il lisait un fichier XML source. Ok, donc on a notre matière première. Et ensuite ? Ensuite, ce flux passe par un ou plusieurs transformateurs. Et là, l'outil roi, c'était le XSLT. Le Extensible Style Sheet Language Transformations. Exactement. C'est un langage un peu particulier, conçu juste pour transformer un document XML en un autre document XML ou un tout autre format. Toute la logique de présentation était là-dedans. Et la dernière étape ? Un serializer. Il prend le flux final, tout transformé, et le convertit dans le format de sortie. Ça pouvait être de l'HTML, du PDF et même du WML. WML. Ah, ça va parler aux plus anciens. Le Wireless Markup Language.
Exactement, le langage des vieux téléphones WAP. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'Internet en mode Minitel sur un écran minuscule. C'était lent, c'était moche, mais ça fonctionnait. Voilà. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de Cocoon. Justement, on a déniché un tutoriel d'époque qui illustre ça à la perfection. Le classique Hello World. Le développeur crée un seul fichier XML, helloworld.xml, c'est sa source de vérité. Son contenu unique. Et quand un navigateur web normal demande la page, le pipeline de Cocoon applique une première feuille de style XSLT et ça transforme le XML en HTML. Et c'est là que la magie opère. Si quelques secondes plus tard, un utilisateur se connectait avec son téléphone WAP, Cocoon le détectait. oui, et il n'allait pas chercher une autre page, non. Il reprenait le même fichier helloworld.xml, mais cette fois il appliquait une autre feuille de style, helloworld2wml.xsl. Et ça transformait les balises XML en balises WML. C'est ça. Ah mais c'est génial! Donc sans toucher au contenu de base, on pouvait servir une page sur un PC et en même temps sur, un Nokia 3310. Exactement. C'est le responsive design avant l'heure en fait. Le mantra, c'était écrire une fois, publier partout, et là, c'est l'illustration parfaite. Absolument. C'était une vision très très puissante. Bon, évidemment, comme tout logiciel qui a une longue histoire, il a eu ses petits soucis. Ah oui. En fouillant dans les archives, on a retrouvé la trace d'une vulnérabilité de type directory traversal, découverte en 2003. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça permettait de faire concrètement? Ça permettait à un attaquant, en manipulant l'URL, de se balader dans les répertoires du serveur en dehors des zones prévues. Et donc de lire des fichiers sensibles, j'imagine, des fichiers de conf. Oui, des mots de passe, de bases de données, des clés privées, tout ce qui n'aurait jamais dû être accessible. Ce n'est plus un risque aujourd'hui, ça a été corrigé il y a une éternité. Mais c'est un rappel intéressant du cycle de vie d'un projet open source. Tout à fait. C'est fou de penser à ce cycle. Un projet qui a eu son heure de gloire, qui a influencé des générations de développeurs, et puis qui s'est doucement éteint. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sauf qu'aujourd'hui, quand on cherche Cocoon, on ne tombe plus sur ce vieux projet. On tombe sur quelque chose de radicalement différent. Et là, on fait un saut de presque 20 ans dans le futur. On garde le nom, mais on change absolument tout le reste. Le nouveau projet, c'est COCON en majuscule. Pour Confidential Compute Open Network. On n'est plus du tout dans la publication web. On est dans l'IA décentralisée, sur la blockchain Ton, et très intégrée à l'écosystème Telegram. La promesse, telle qu'elle est décrite dans leur livre blanc, elle est à la fois simple et incroyablement ambitieuse. C'est ça. Permettre à n'importe qui avec une carte graphique très puissante, on parle de NVIDIA H100, le très haut de gamme, de louer cette puissance de calcul pour que d'autres puissent y exécuter des modèles l'IA. Et en échange, les propriétaires de GPU sont payés en crypto-monnaie, le Ton. Mais ce qui est vraiment au cœur du projet, c'est pas tant la location de GPU. D'autres le font déjà. Non. La vraie innovation, c'est le premier C de Cocoon, confidentiel. La technologie clé, c'est le confidential computing. C'est ça qui change tout. Alors, explique-nous comment on peut garantir la moindre confidentialité quand on envoie une requête, potentiellement sensible, à un serveur qui appartient à un inconnu à l'autre bout de la planète. Grâce à une technologie matérielle qu'on appelle les TEE. Trusted Execution Environments. Oui, ou environnement d'exécution de confiance. Il faut imaginer ça comme un coffre-fort numérique, une enclave sécurisée gravée directement dans le silicium du processeur. D'accord. Cocoon utilise par exemple la technologie Intel TDX. À l'intérieur de ce TEE, le code qui exécute le modèle d'IA, mais aussi les données, c'est-à-dire le prompt de l'utilisateur et la réponse de l'IA. Tout est chiffré. Tout est chiffré en mémoire. C'est une bulle complètement isolée du reste du système. Même le propriétaire du serveur, qui a un accès physique à sa machine, ne peut absolument pas voir ce qui se passe dedans. C'est le matériel lui-même qui garantit la confidentialité. Voilà, c'est une garantie matérielle. D'accord, c'est impressionnant. Le livre blanc décrit une architecture avec 3 acteurs principaux pour faire tourner tout ça. C'est ça. On a d'abord le worker, le travailleur. C'est le serveur physique avec le fameux GPU, qui fait le gros du boulot. Mais, point crucial, il exécute le modèle à l'intérieur d'une machine virtuelle confidentielle, elle-même protégée par ce TEE. Exactement. Ensuite, il y a le proxy. C'est un intermédiaire qui reçoit les requêtes et les aiguille vers les workers disponibles, un peu comme un répartiteur de charge. Et lui aussi, il tourne dans un TEE. Lui aussi, pour que même le routage des requêtes reste confidentiel. Et le troisième acteur, c'est le client. Voilà.
Mais attention, le client, c'est pas l'utilisateur final. C'est la bibliothèque logicielle qu'une application, comme le back-end de Telegram par exemple, utiliserait pour interagir avec le réseau Cocoon. Le système a l'air bien pensé pour la confidentialité. Mais dans un réseau décentralisé, la question qui tue, c'est la confiance. Comment être sûr qu'on parle bien à un vrai worker et pas à une machine pirate ? C'est le problème fondamental de tous les systèmes décentralisés en effet. C'est là que la blockchain entre en jeu, j'imagine. Précisément. Cocoon résout ça avec une combinaison assez astucieuse de technologies. D'abord, chaque communication est sécurisée par un protocole qui s'appelle RATLS. C'est une version améliorée du TLS qu'on a sur le web, le petit cadenas. C'est ça. Sauf qu'en plus de chiffrer la connexion, il vérifie une attestation cryptographique. C'est une preuve, signée par le processeur lui-même, que la machine à laquelle on parle est bien un TEE authentique et qu'elle exécute le bon code. D'accord, mais le bon code. Comment mon client sait quelle est la version officielle et légitime de ce code ? Où est la référence ? Et voilà la pièce maîtresse. Cette référence, elle est sur la blockchain TON, l'identité de chaque composant logiciel autorisé sur le réseau, ce qu'on appelle son image hash, son empreinte digitale unique. Elle est enregistrée publiquement. Dans un contrat intelligent, le root contract. Ce contrat, c'est un registre de confiance public, transparent et immuable. Avant de se connecter, un client va d'abord consulter ce contrat pour récupérer la liste des empreintes autorisées. Et ensuite, il vérifie que la machine qu'il contacte présente bien l'une de ces empreintes. C'est exactement ça. Donc, si je résume, pour être sûr de bien suivre, le TEE, c'est le coffre-fort qui protège le calcul. Mais la blockchain, c'est le notaire qui certifie que c'est bien le bon modèle de coffre-fort et qu'il contient le bon programme. C'est ça ? C'est une excellente analogie. La blockchain ne participe pas au calcul, mais elle est le garant de l'intégrité de tout le réseau. Elle ancre la confiance. On a donc deux projets radicalement différents. Mais il y a un lien inattendu qu'on a découvert en creusant et qui est peut-être la clé de toute cette histoire. C'est son nom de domaine, cocoon.org. Ah oui, ça c'est intéressant. Dans le monde de la crypto, où les arnaques sont partout, la légitimité, c'est crucial. On a donc mis la main sur un rapport de sécurité de la société Gradinsoft sur ce domaine. Et le résultat est spectaculaire. Le site obtient un score de confiance de 100 sur 100, ce qui n'arrive quasiment jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce qui peut bien justifier un score aussi parfait ? Le rapport donne plusieurs pistes. La première, c'est l'âge du domaine. C'est le facteur le plus important. Le nom de domaine cocoon.org a été enregistré le 2 août 2005. Il a donc bientôt 20 ans. Dans le monde numérique, c'est un signal de stabilité et de légitimité extrêmement fort. Bah oui, les sites frauduleux, les projets éphémères, ils ne durent jamais aussi longtemps. Le rapport note aussi d'autres signaux positifs. Certificat SSL valide, enregistrement renouvelé pour longtemps, et surtout un détail technique qui confirme tout. Le fournisseur d'hébergement. Oui, il est listé comme appartenant au système autonome de Telegram Messenger. Ça établit un lien technique direct et indéniable entre le site et l'écosystème Telegram. C'est parfaitement cohérent. Ce qui soulève une question fascinante. Comment un projet aussi récent peut-il utiliser un nom de domaine aussi ancien, qui date de l'époque du premier cocon ? Et c'est là qu'on touche au paradoxe final, et sans doute à la résolution de notre enquête. L'hypothèse la plus probable, c'est que le domaine a été acquis. Réutilisé. Il n'a pas été créé pour ce projet, il a été ressuscité. Exactement. Son histoire numérique, son ancienneté, sa réputation invisible accumulée au fil des décennies, tout ça devient un actif stratégique majeur. En acquérant cocoon.org, le nouveau projet s'achète une légitimité quasi instantanée. C'est qu'une forme de réincarnation numérique en quelque sorte. Le nom survit au projet initial et lui donne une seconde vie, un second sens. Le cocon se transforme vraiment. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? On a exploré les deux vies de Cocon. La première, un framework pionnier qui a aidé à façonner le web dynamique, en résolvant le problème de la diffusion de l'info sur de multiples supports. La seconde, un réseau qui ambitionne de façonner l'avenir de l'IA en résolvant le problème de la confidentialité et de la confiance dans un monde décentralisé. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point l'évolution de ce nom est un miroir de l'évolution des grands problèmes de la technologie. C'est très juste. Le premier Cocoon répondait aux besoins de l'âge de l'information, la diffusion structurée des données, comment prendre une info et la rendre accessible partout. Et le second ? Le second Cocoon, lui, il répond aux besoins de notre époque, la confidentialité des données et la vérificabilité des calculs, comment utiliser une IA surpuissante sans exposer ses données
données et en étant sûr du résultat. Le thème de la transformation protectrice reste donc le même, mais le contexte, les enjeux et les technologies ont radicalement changé. Tout à fait. On est passé de la protection de la forme de l'information à la protection de l'information elle-même. Et de son traitement. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question à laisser mûrir. Cette histoire met en lumière la valeur de ce qu'on pourrait appeler l'immobilier numérique historique. Ces noms de domaine, enregistrés au début d'Internet, souvent pour des projets open source fondateurs, Combien d'entre eux sont aujourd'hui en sommeil, comme des terrains en friche dans des quartiers devenus prestigieux? attendant simplement d'être achetés et réactivés pour devenir la vitrine de la prochaine grande vague technologique. Quelle est la valeur non seulement d'un nom, mais de son empreinte numérique, de son ancienneté, dans un monde où la confiance est devenue une ressource si rare? C'est peut-être ça le véritable héritage du premier Cocoon.